Les gens parlent toujours de leur jour de mariage comme d'un souvenir parfait baigné de soleil, saupoudré de rire et de l'éclat de l'amour. Je suppose que je voulais ça aussi. Dans mon esprit, j'avais toujours imaginé me réveiller avec les mains douces de ma mère s'occupant de mes cheveux, mon père grommelant affectueusement sur la façon dont j'avais l'air plus adulte, et mon petit frère Adam faisant des blagues pour calmer mes nerfs. Au lieu de cela, le matin de mon mariage, je me suis réveillée dans une maison qui semblait plus vide que jamais. La journée a commencé tôt, comme tous les grands jours, avec la lumière du soleil se déversant à travers les rideaux en dentelle de ma vieille chambre à Charleston, en Caroline du Sud. Je pouvais sentir le parfum des gardénias et des roses, les préférés de ma mère, provenant des arrangements qui remplissaient chaque coin de la maison. Pendant un instant, je suis restée là, les yeux fermés, imaginant comment la matinée allait se dérouler. La précipitation, les rires, ma famille s'affairant autour de moi pendant que nous nous préparions. C'est comme cela que cela aurait dû être. Mais en écoutant, la maison était silencieuse. Un silence surnaturel. J'ai enfilé ma robe et je suis descendue dans le couloir, m'attendant à trouver mes parents dans la cuisine. Peut-être même mon frère Adam qui volait déjà des biscuits à la table du petit déjeuner. Mais il n'y avait rien. Pas de cliquetis de vaisselle, pas de murmure de conversation, même pas le son de la vieille radio que mon père aimait laisser allumer le matin. La cuisine, quand j'y suis arrivée, était impeccable, bien trop rangée pour un jour comme celui-ci. Il n'y avait qu'une chose sur la table, une simple enveloppe blanche avec mon nom écrit dessus dans l'écriture familière et bouclée de ma mère. Mon estomac s'est tordu. J'ai gratté l'enveloppe, remarquant à quel point le comptoir en marbre était froid contre ma peau. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était une tradition élaborée pour le jour du mariage, peut-être une lettre sincère, quelques mots de sagesse pour commencer ma nouvelle vie. Mais en ouvrant l'enveloppe et en sortant la note, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. La lettre était brève. Elle disait : « Voyons comment tu vas faire face aux invités quand nous n'apparaîtrons pas à ton mariage. » C'est tout. Pas de vœux chaleureux, pas de conseils maternels, même pas une signature. Mes mains ont commencé à trembler, les mots se brouillant sur la page alors que je les relisais encore et encore, espérant avoir mal compris. Mon cœur s'est emballé à mesure que la vérité s'installait. Il n'était pas là. Il n'était nulle part dans la maison. Mes parents, Linda et Robert, et même Adam, étaient partis le jour de mon mariage. L'absurdité de la chose m'a piqué presque autant que la cruauté. Qui fait ça ? Je me suis retrouvée à chercher un indice que tout cela était une blague, qu'il sortirait en riant de derrière la porte du garde-manger. Mais le silence dans la maison était réel, lourd comme une pierre. Je me suis assise à la table de la cuisine, la lettre toujours dans la main, et j'ai laissé le calme m'envahir. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais imaginé ce jour, sans jamais imaginer que je le ferais face seule. Peut-être que j'aurais dû le prévoir. Mes parents avaient toujours clairement exprimé leurs sentiments à propos de William, mon fiancé. Ils disaient que sa famille était trop différente, trop riche, trop éloignée de la vie qu'ils avaient imaginée pour moi. Mais j'ai pensé qu'au moment venu, ils avaleraient leur fierté et se présenteraient. Je n'ai jamais cru qu'ils m'abandonneraient. Pas comme ça. Les heures qui ont suivi sont un brouillard. J'ai erré de pièce en pièce, en vérifiant mon téléphone, en espérant un message ou un signe qu'ils changeraient d'avis. Au lieu de cela, tout ce que j'ai trouvé était l'écho de leur absence. Notre salon, habituellement si plein de vie, ressemblait à un musée. Les coussins de tapisserie de ma mère étaient parfaitement arrangés sur le canapé, et les photos de famille alignées soigneusement sur la cheminée. Partout où je regardais, je voyais des rappels de ce que j'avais perdu. Au fur et à mesure que la matinée avançait, des amis et des parents ont commencé à arriver. Ma meilleure amie, Grace, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle m'a trouvée assise sur les escaliers, serrant la lettre, et regardant dans le vide. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'est juste assise à côté de moi, m'offrant un réconfort silencieux. « Tu es plus forte que tu ne le penses », murmura-t-elle, me serrant la main. « Tu n'as besoin de la permission de personne pour être heureuse. » J'ai essayé de me concentrer sur ces mots, mais c'était difficile. Chaque coup à la porte. Chaque voix dans le couloir me rappelait qu'il n'était pas là.
J'espérais voir la grande silhouette de mon père arriver au coin, ma mère s'occupant de son chapeau, Adam me faisant un clin d'œil, mais ils étaient partis en avion pour Paris, de tous les endroits. Je les imaginais se promener dans les rues au bord de la Seine, siroter du café dans un petit café européen, comme si ce jour ne signifiait rien pour eux. Malgré la douleur dans ma poitrine, je me suis forcée à continuer. J'ai laissé Grace m'aider à enfiler ma robe, ses mains fermes travaillant les boutons pendant que j'essayais de ne pas pleurer. Elle racontait des blagues, parlait de la météo. N'importe quoi pour me distraire. Tu épouses une famille de millionnaires, a-t-elle taquiné, en époussetant mon voile. Si tes parents voyaient ça, ils regretteraient tout. Peut-être qu'elle avait raison. J'ai essayé de le croire. Debout en haut de l'escalier dans ma robe de mariée, je me suis arrêtée un instant, regardant la foule qui s'était rassemblée dans notre jardin. Des amis de l'université, des parents éloignés, la famille de William de Chicago, tous présents pour célébrer. J'ai réalisé que pour la première fois, je devais faire face au monde par moi-même. Pas de parents pour me guider, pas de frères pour me faire rire. C'était juste moi. Alors que je descendais l'allée, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Peut-être était-ce le soleil ou le parfum des roses flottant dans l'air. Ou peut-être était-ce la réalisation que je pouvais survivre à cela. Que même si ma famille avait choisi Paris plutôt que mon mariage, je pouvais choisir d'être heureuse quand même. En y repensant maintenant, je sais que cette lettre m'a changée. Ça a fait mal, oui, mais ça m'a aussi libérée. Parfois, les moments les plus difficiles sont ceux qui nous poussent à grandir. Et alors que je prenais la main de William et que je promettais de construire une nouvelle vie ensemble, je savais que j'étais prête, peu importe qui regardait ou qui avait choisi de se détourner. Vers midi, la maison où j'ai grandi bourdonnait des sons des invités arrivant, des talons tapant sur le porche, des rires tombant par les fenêtres ouvertes, le tintement des verres alors que des plateaux de champagne flottaient dans le hall. Mais au milieu de toute cette excitation, je me sentais étrangement seule. Je me tenais dans ma chambre d'enfance, enveloppée de couches de satin et de dentelle, regardant ma réflexion. Ma robe de mariée scintillait à la lumière du matin, mais la fille dans la robe semblait juste effrayée et un peu perdue. Grace était avec moi, bien sûr. Elle ne m'a pas quitté plus d'une minute. Elle voltigeait dans la pièce, me coiffant, me redressant le collier, époussetant mon voile. De temps en temps, elle disait quelque chose pour me faire rire, comme « Si tu trébuches sur cette traîne, fais comme si c'était une nouvelle étape de danse. » Ou « Qui a besoin de parents quand on épouse une famille de millionnaires ?» Elle voulait bien faire, et ses blagues relevaient un peu mon moral, mais je pouvais sentir une douleur creuse au plus profond de ma poitrine. La maison était pleine de monde, mais elle n'était pas pleine de mes gens. Pourtant, j'ai dû mettre ces sentiments de côté. J'ai pris une profonde inspiration, comme Grace m'a donné un dernier câlin, et je me suis dit de sourire. Il y avait des invités à accueillir et un mariage à célébrer. En bas, les pièces étaient presque méconnaissables. Des rubans blancs et dorés enroulés autour des balustrades. Des bouquets de roses blanches et de lys remplissaient chaque vase. La grande fenêtre avant était ouverte pour laisser entrer la douce brise du jardin, et je pouvais entendre les rires lointains des enfants courant dans l'herbe. Je me demandais si mes parents avaient jamais imaginé mon mariage comme ça. La famille de William était déjà là, bien sûr, se sentant chez elle. Sa mère, Charlotte Turner, traversait la maison comme une reine, sa robe traînant derrière elle, des diamants à sa gorge et à ses oreilles attrapant la lumière du soleil chaque fois qu'elle bougeait. J'ai essayé de ne pas fixer, mais je n'avais jamais vu de bijoux aussi gros en dehors d'un musée. Elle accueillait chaque invité avec un sourire habituel, offrant des compliments d'une voix aussi douce que du velours. Le père de William, Henry Turner, est arrivé dans une limousine si longue qu'elle tenait à peine dans notre allée. Il est sorti en riant, donnant un pourboire au chauffeur avec ce qui ressemblait étrangement à un billet de $100. Rien qu'en le regardant, je me sentais à la fois très petite et très déplacée. Pourtant, leur chaleur me surprit. Charlotte m'a pris les mains et a dit « Ma chère, tu es radieuse. Tu fais déjà partie de notre famille. » Henri m'a fait un rapide câlin paternel et a murmuré « Ne sois pas nerveuse. Aujourd'hui est pour toi et William. » Leur gentillesse m'a apaisé un peu. Ils étaient tout ce que mes parents n'avaient pas été.
présent, encourageant, désireux de me faire sentir la bienvenue. Mais cela rendait aussi l'absence de ma propre famille encore plus évidente. Comme une dent manquante dans un sourire parfait. Alors que l'après-midi glissait, la maison s'est remplie de plus en plus de monde. Des amis de l'université, des cousins éloignés que je reconnaissais à peine, les collègues de William de Chicago, et leurs épouses élégantes et bien habillées. J'entendais des bribes de conversation dans chaque pièce, des histoires de voyages d'affaires à Londres, des débats sur où acheter la meilleure maison de vacances, des rires sur l'argent ancien, les coutumes du Gold Coast de Chicago. Quelqu'un a mentionné que la famille de William possédait la moitié d'un pâté de maison sur Michigan Avenue. J'ai baissé les yeux sur ma simple alliance, me sentant soudain timide à propos de tout ce que je possédais et de tout ce que j'étais. J'ai essayé de rester occupée, d'accueillir les invités, d'accepter les félicitations et de présenter Grace à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Elle s'en est épanouie, discutant avec tout le monde comme si elle les connaissait depuis des années. Mais je continuais de jeter un coup d'œil par la fenêtre, à la recherche d'un visage familier qui n'est jamais venu. Chaque fois qu'une voiture s'arrêtait dehors, mon cœur sautait. Puis retombait quand c'était juste un autre parent éloigné ou un associé. Finalement, le moment est venu pour la cérémonie. Le salon avait été transformé en une chapelle de contes de fées, des chaises blanches alignées en rang net, la lumière du soleil se déversant par les fenêtres sur le plancher en bois poli. À l'avant, une arche couverte de lys et de lierre marquait l'endroit où je prononcerais mes vœux. Je pouvais voir les équipes de tournage s'installer dans le coin, leur lumière rendant tout encore plus magique et irréel. La famille de William croyait au grand geste, et apparemment cela incluait d'inviter les nouvelles locales à couvrir le mariage de leur fils unique. Je n'avais jamais été à la télévision de ma vie, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Grace m'a serré la main une dernière fois avant que je ne descende l'allée. « Tu es prête ?» murmura-t-elle. « Et tu as l'air d'avoir $1 million. » J'ai ri malgré moi et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti une pointe d'excitation. Peut-être, juste peut-être, cette journée pourrait encore être mienne. La musique a commencé, un piano doux, rien de trop grandiose. Et je suis entrée dans le salon, tous les yeux sur moi, les flashs des appareils photo m'éblouissant, le silence de la foule s'installant sur tout comme une douce couverture. Au devant de la pièce, William attendait, ses yeux pleins de chaleur et de promesses. Il me regardait comme personne ne l'avait jamais fait, comme si j'étais la seule personne au monde. J'ai senti la douleur dans ma poitrine s'atténuer, juste un peu. En me dirigeant vers lui, je me suis permis d'oublier la lettre, Paris, toutes les places vides dans la pièce où ma famille aurait dû être. Je me suis concentrée sur le sourire de William, la douce pression de sa main quand je l'ai atteint, la façon dont sa voix tremblait d'émotion alors qu'il murmurait « Tu es là ». Les mots du ministre ont flotté sur moi et la foule s'est estompée. Quand est venu le moment de dire oui, ma voix était ferme, mon cœur clair. Les caméras tournaient, les invités retenaient leur souffle, et quelque part de l'autre côté de l'océan, peut-être dans un café parisien, j'espère que mes parents regardaient. Peut-être qu'ils verraient la fille qu'ils avaient laissée derrière eux, plus forte, plus courageuse et plus heureuse qu'ils ne s'y attendaient. Les applaudissements à la fin de la cérémonie ont ressemblé à du tonnerre. William m'a embrassée et pendant un moment, toute la solitude a disparu. J'étais entourée de personnes qui se souciaient de moi, même si elles n'étaient pas celles dont j'avais toujours rêvé. L'équipe de Nouvelles a capturé chaque moment, notre première danse, les rires, la façon dont Charlotte et Henri m'ont serré dans leurs bras comme leur propre fille. Le monde m'a vu entrer dans une nouvelle vie, alors que je fermais silencieusement la porte à mon ancienne. Ce soir-là, après que la musique se soit estompée et que les invités soient rentrés chez eux, je me suis retrouvée seule dans le jardin sous une couverture d'étoiles. Je me suis permis de tout ressentir. La douleur, la joie, ce sentiment étrange de liberté. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Mais en regardant la lune se lever sur ma nouvelle famille, je savais que j'étais prête. Après la dernière danse, après le dernier tour d'applaudissements, après que le champagne ait perdu ses bulles et que le soleil se soit couché derrière les arbres, je me suis finalement éloignée du tourbillon de la célébration. Mon nouveau mari, William, était encore dehors avec ses parents, riant avec son père de quelque chose qui s'était passé pendant les toasts. Grace aidait les derniers invités à trouver leur manteau, sa voix chaude et joyeuse comme toujours.
Pour la première fois de la journée, je me suis retrouvée seule, le tumulte du mariage s'estompant en un doux bourdonnement en arrière-plan. Je me suis glissée discrètement à l'étage dans le silence de ma vieille chambre. La pièce n'avait pas changé. Le même papier peint rose pâle, la même étagère encombrée de livres de poche, la même petite lampe projetant un halo doré sur le couvre-lit. C'était étrange d'être de retour dans cet espace d'enfance après tous les vœux et les promesses de la journée. Ma robe était un peu froissée. J'avais mal aux pieds. Mais pendant un instant, je me suis simplement assise sur le lit et j'ai écouté ma respiration. Ce n'est qu'alors que je me suis souvenue de mon téléphone, oublié dans tout ce chaos. Quand je l'ai ramassé, il a vibré si fort dans ma main que je l'ai presque laissé tomber. J'ai regardé l'écran, clignant des yeux avec incrédulité. 420 appels manqués. Le numéro ne semblait même pas réel, juste un amas de chiffres trop grand pour signifier quoi que ce soit. Mais il était là. Appel manqué après appel manqué. Un après l'autre, tous pour mes parents et Adam. En plus des appels, il y avait des messages vocaux, des SMS, et même une poignée de mails frénétiques, leur sujet criant en majuscules. Où es-tu? Appelle-nous maintenant. Vas-tu bien? Réponds à ton téléphone. Pendant un long moment, je suis restée assise là et j'ai regardé. C'était comme si le passé essayait de se frayer un chemin dans ma vie, à travers l'écran lumineux. J'ai parcouru les notifications, les regardant s'empiler comme une avalanche numérique. Il y avait quelque chose d'assez drôle là-dedans. Une famille qui ne pouvait pas venir à mon mariage pouvait certainement se manifester sur mon téléphone, encore et encore et encore. La curiosité l'a emporté. J'ai ouvert le premier message vocal, me préparant à ce que je pourrais entendre. La voix de ma mère est sortie, cassante et dure. Tu dois nous rappeler tout de suite. Nous avons vu le mariage à la télévision, qui plus est. Comment se fait-il que tu ne nous aies pas dit que ce serait comme ça? Un autre message a suivi. Celui-ci de mon père, son ton plus rugueux. Ce n'est pas drôle, tu sais. Pourquoi nous ignores-tu? Vas-tu jeter ta famille comme ça? Message après message jouait, certains en colère, d'autres frénétiques, quelques-uns s'évanouissant dans le silence. Puis j'ai entendu la voix d'Adam, plus douce que je ne m'en souvenais. Salut ma sœur, je viens de te voir à la télé. Tu étais magnifique. Je pensais que ce serait juste un mariage ennuyeux, mais tu avais l'air d'une star de cinéma. Pendant un instant, j'ai failli rire. Faire confiance à Adam pour voir au-delà de tout le drame et remarquer les choses importantes. C'était surréaliste de penser à mes parents et à mon frère assis dans une chambre d'hôtel à Paris, zappant et tombant sur mon mariage. J'imaginais les yeux de ma mère s'écarquiller en reconnaissant ma robe, mon père se pencher d'incrédulité, et Adam sourire fièrement. Il ne m'avait pas cru quand j'avais dit que la famille de William était un peu un gros problème. Il pensait que j'exagérais ou, pire, que j'essayais juste de les impressionner. Maintenant, en voyant tout cela à la télévision, le nom de Turner, les invités étincelants, la diffusion en direct du Gold Coast de Chicago, ils ont enfin compris à quel point ils avaient manqué. Mais en écoutant message après message, mes sentiments ne se sont pas radoucis. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose en moi se cristalliser, dur et clair. Toute ma vie, j'ai essayé de gagner leur approbation. J'avais changé de vêtements, changé de mots, même essayé de changer mes rêves juste pour correspondre à l'image qu'ils peignaient pour moi. Mais à la fin, cela n'avait pas d'importance. Quand ce fut mon tour d'être célébré, ils ont choisi Paris à la place. Maintenant, ils essayaient de se frayer un chemin dans mon histoire, mais je ne leur devais pas d'explication. J'ai posé le téléphone, laissant le dernier message jouer. C'était encore Adam, sa voix calme. Appelle-moi, d'accord? Tu me manques. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les mots me traverser. Pendant un instant, j'ai pensé à décrocher le téléphone et à lui rappeler juste pour entendre sa voix et lui dire que j'allais bien, que lui aussi me manquait. Mais quelque chose m'a retenu. Ce n'était pas de la colère exactement, plus maintenant. C'était plutôt un sentiment de liberté. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Je n'avais pas besoin de m'expliquer ou de mendier leur pardon.
Ma vie était mienne maintenant, pas à eux de juger ou de contrôler. La vérité, c'est que mon mariage m'avait montré à quoi ressemblait une vraie famille. Les parents de William m'avaient accueilli à bras ouverts, leur gentillesse authentique et inconditionnelle. Grace était restée à mes côtés à chaque instant, me soulevant quand je m'effondrais. Même les invités, dont la plupart que je connaissais à peine, m'avaient encouragé et célébré d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. Je me suis souvenu du moment où je suis descendu l'allée. Les caméras flashaient, la musique montait autour de moi. Je ne me sentais pas seule alors. Je me sentais vue, valorisée, et surtout, aimée. Peut-être que c'était tout ce dont j'avais besoin. Le reste de la nuit, j'ai gardé mon téléphone face cachée sur la commode. Toutes les quelques minutes, il vibrait à nouveau. Un autre appel, un autre message, une autre voix du passé. Mais je les ai tous ignorés. Je me suis laissé dériver dans le jardin où William m'a trouvé debout sous les étoiles, pieds nus sur l'herbe. Il m'a entouré de ses bras et a posé son menton sur mon épaule. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, la réponse était simple et vraie. « Oui, dis-je. Je vais bien. » Plus tard, alors que nous quittions la maison, ma maison, maintenant notre maison, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La route devant nous était ouverte, les lumières de la ville scintillant au loin. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite ni si ma famille comprendrait mes choix. Mais je savais une chose avec certitude. Je ne revenais pas. J'avais trouvé ma place, ma voie, ma vie. Et pour la première fois, c'était suffisant. 3 ans peuvent passer en un clin d'œil, ou ils peuvent s'étirer à l'infini, selon l'endroit où vous vous trouvez. Pour moi, les 3 années depuis mon mariage ont été à la fois rapides et sauvages, lentes et douces, parfois accablantes, parfois incroyablement douces. Quand je repense à ce jour, je reconnais à peine la femme qui était assise seule dans sa chambre d'enfance, serrant une lettre froide et se demandant si elle se sentirait un jour complète à nouveau. Aujourd'hui, mon monde est très différent. William et moi vivons dans une maison ensoleillée perchée au bord du lac Michigan, juste au nord de Chicago. Notre maison est tout ce dont j'avais rêvé, mais que je n'avais jamais cru mériter. Les murs sont peints de couleurs douces et accueillantes. De larges fenêtres donnent sur l'eau bleue infinie, de sorte que chaque matin commence par une sorte de magie tranquille. Il y a une cuisine assez grande pour danser, remplie de rire et du parfum du pain frais et du café. Parfois, dans la lumière dorée du début de soirée, je me surprends dans le reflet de la fenêtre et je ris presque en pensant au chemin parcouru. William a construit une vie ici, et moi aussi. Il est plus occupé que jamais, travaillant dans l'entreprise immobilière familiale, mais chaque soir, il rentre à la maison et m'enlace d'un câlin qui me fait oublier le reste du monde. Il est toujours le même homme doux et stable qui a pris ma main à l'hôtel, mais maintenant il est aussi mon meilleur ami, mon partenaire en tous sens. Nous passons des dimanches paresseux à lire sur le porche ou emmitouflés pour de longues promenades hivernales au bord du lac, le froid mordant nos joues, et le monde réduit à nous deux et au vent. Je me demande parfois si mes parents pensent jamais à moi, s'ils regrettent ce qui s'est passé, ou s'ils ressentent le vide du silence comme je le fais parfois. En 3 ans, nous n'avons pas parlé. Il n'y a pas eu de lettre, pas d'appel, même pas une carte d'anniversaire d'Adam. Au début, ce vide semblait insupportable, un poids pesant sur mon cœur. Mais avec le temps, j'ai appris à le laisser partir. J'ai réalisé que je ne pouvais pas porter leur choix pour toujours, et je ne pouvais pas combler les espaces qu'ils avaient laissés avec de vieux espoirs ou des souhaits impossibles. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de nouveau. Quelques mois après le mariage, en cadeau, les parents de William nous ont donné 50 000 $. Pour tes rêves, a dit Charlotte, ses yeux chauds et fiers. Je n'aurais jamais imaginé avoir cette liberté. Le monde s'est ouvert d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, et j'ai décidé pour la première fois de faire quelque chose juste pour moi. C'est ainsi qu'est née la boulangerie. Grace fut la première personne à qui j'ai parlé de mon idée. Nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine, des tasses de thé fumant entre nous, et j'ai esquissé un plan au dos d'une vieille enveloppe. Elle a souri, ses yeux brillants, et a dit « Faisons-le. Faisons quelque chose de beau. » Avec l'argent, nous avons loué une petite devanture de magasin confortable à Eveston,
Un espace lumineux avec de hauts plafonds, des murs en briques et de grandes fenêtres donnant sur la rue. Nous l'avons peinte en jaune tournesol et l'avons appelé Lakeview Bakery. Les premiers mois ont été un tourbillon de farine et de sucre, de rire et de nerfs. Grace et moi travaillions côte à côte, nous levant avant l'aube pour pétrir la pâte et dresser le glaçage, apprenant à gérer une entreprise à la dure. Il y a eu de longues journées et des nuits blanches, des fournées brûlées et des commandes manquées. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons continué. Nos voisins sont venus essayer nos pâtisseries, puis ont amené leurs amis, et bientôt nous avons eu un flux constant de clients, des familles, des étudiants, même un touriste occasionnel errant depuis Chicago. Il y a une sorte de fierté tranquille qui vient de la construction de quelque chose de ses propres mains. Chaque pain, chaque plateau de cookies, chaque bouquet de cupcakes semblait être une petite victoire. Grace et moi avons créé de nouvelles recettes, essayé des idées folles et célébré chaque étape. Notre premier avis 5 étoiles. Notre premier samedi matin chargé, le jour où nous avons atteint le seuil de rentabilité pour la première fois. Certains après-midi, nous nous effondrions dans l'arrière-salle. De la farine dans nos cheveux et des pieds endoloris, riant jusqu'aux larmes. La boulangerie est devenue plus qu'une simple entreprise. C'est un lieu où les gens se réunissent, où les étrangers deviennent amis, où les rires déversent sur le trottoir. Certaines familles viennent tous les samedis matins pour dérouler à la cannelle. Des vieillards qui s'assoient près de la fenêtre avec leurs journaux. De jeunes enfants qui pressent leur nez contre la vitre pour nous regarder glacer des gâteaux. Je connais chaque nom, chaque commande préférée, chaque histoire. D'une certaine manière, j'ai trouvé une nouvelle sorte de famille ici, une construite sur la gentillesse et les moments partagés, pas sur le sang ou l'obligation. Grace est plus que ma partenaire commerciale. Elle est la sœur que je n'ai jamais eue. Elle sait me faire rire quand je suis fatiguée, me raisonner quand je suis inquiète, et célébrer même les plus petites victoires. Nous plaisantons encore à propos de cette lettre de ma mère disant que j'étais censée échouer sans elle. Si seulement elle pouvait te voir maintenant, dit Grace parfois, avec une étincelle dans les yeux. Je souris et secoue la tête. Si elle pouvait me voir maintenant, peut-être qu'elle comprendrait. Ou peut-être qu'elle ne le ferait pas. Quoi qu'il en soit, cela n'a plus d'importance. Il y a des jours, bien sûr, où le passé me rattrape. Un anniversaire, une fête, une chanson à la radio qui me rappelle la maison. Parfois, dans le calme du soir, je me surprends à me demander ce que font mes parents. Si Adam raconte jamais aux gens qu'il a une sœur en Amérique, mais ces moments sont rares maintenant, et il ne blesse plus comme avant. Le temps a une manière d'adoucir même les arêtes les plus vives. Et j'ai rempli les espaces de ma vie d'amour, de buts, de nouveaux commencements. Je raconte cette histoire non pas parce que je suis amère, mais parce que je veux que vous sachiez que la guérison est possible, que même les blessures les plus profondes peuvent se réparer avec le temps, avec de la patience, avec un peu de foi. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde pour vivre une belle vie. Parfois, la famille que vous choisissez est encore meilleure que la famille dans laquelle vous êtes né. Alors, si jamais vous vous retrouvez à tenir une lettre qui ressemble à une fin, rappelez-vous qu'il pourrait s'agir simplement du début de quelque chose de beau. Parfois, votre meilleur chapitre est celui que vous n'avez jamais vu venir. Et parfois, le bonheur vous trouve non pas dans les endroits que vous attendiez, mais dans ceux que vous vous construisez jour après jour, pain après pain, rire après rire, avec les gens qui choisissent de se tenir à vos côtés. Et si jamais vous passez par Lakeview Bakery, je serai celle derrière le comptoir couverte de farine et souriante. Je vous remettrai un pain chaud et vous souhaiterai bonne chance car, en fin de compte, chaque histoire mérite un doux.